Donc bonjour Robert, on s'était vu pour les cafés marxistes le 7 octobre 2024 la Mhm. dernière fois, pour la commémoration du 7 octobre 2023 donc. Et on te reçoit aujourd'hui pour entamer une nouvelle série qu'on va intituler Voyage en Révolution. Et donc aujourd'hui on voulait commencer avec toi pour la Côte d'Ivoire, donc à partir de ton livre. Peut-être tu peux le présenter, ton Ok. livre qui est juste En là. Côte d'Ivoire, dont on ne parle plus beaucoup, hein, C'est puisque ça. malgré les élections qui étaient très récentes, Ouais, exactement. Ouattara a été réélu pour son quatrième mandat. Et puis, Près de on va 90%. voir ce qu'il en est. Hmm. Moi, je voudrais avant tout commencer par indiquer ce que ne font plus les journalistes aujourd'hui la plupart du temps, indiquer les sources. Comment puis-je pu m'intéresser à la Côte d'Ivoire et quelles sont les informations que j'ai recueillies, mais d'où viennent-elles? Hmm. Alors c'était tout simple. À l'université de Nice, il y avait une quantité d'étudiants ivoiriens Hmm. qui faisaient leur thèse avec moi. L'un est devenu président du Conseil constitutionnel, un autre est devenu ministre de l'Intérieur de Gbagbo, tous les autres sont devenus universitaires à la fac de droit d'Abidjan. Et donc ce sont eux qui, en ayant gardé le contact, m'ont un jour invité, fait venir pour visiter un peu leur pays, m'expliquer leurs problèmes. Et Gbagbo a fini par m'inviter à une commission internationale pour les droits de l'homme à propos de la période post-électorale, c'est-à-dire en 2011, parce qu'on était au bord de la guerre civile et il s'agissait de répondre par une observation à travers le pays des accusations qui lui étaient portées. Et donc je suis allé là-bas pendant 2 mois et demi, j'ai circulé un peu partout avec d'autres juristes d'autres nationalités. J'étais le seul blanc d'ailleurs, mais j'avais déjà été élu à l'Académie des sciences de là-bas, avec les honneurs amicaux qu'ils m'avaient accordés. Et je connaissais déjà un petit peu le pays et un petit peu les problèmes qui se posaient. Et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer le président Gbagbo en tête à tête pendant un bon moment pour discuter de ce qu'il m'a. Et il y a des choses qui sont intéressantes à souligner, notamment la façon dont le Parti socialiste français l'a lâché radicalement dès qu'ils ont senti la situation évoluer. Alors que nous étions à l'époque de Sarkozy qui disait la même chose. Et Sarkozy-Jacques Lang, ça a été le même combat. Ouais. C'est comme ça. Voilà, alors moi je voudrais commencer par rappeler que ce qu'a dit le maréchal Pétain dans les années 40, que les Français n'avaient pas beaucoup de mémoire, parfois les fascistes disent des choses vraies. Combien de Français encore aujourd'hui savent ce qui s'est passé durant la colonisation, notamment en Afrique noire, même s'ils se souviennent plus directement de la guerre d'Algérie, plus du tout de la guerre d'Indochine, mais l'Afrique noire, alors encore moins. C'est la grande obscurité. Et je pense que si on interrogeait les Français réellement dans les sondages qu'on adore actuellement, il n'y aurait pas beaucoup de Français qui pourraient répondre aux questions posées. Mais tout de même, les massacres ont été extrêmement systématiques pendant des décennies. Ne parlons pas du travail forcé qui s'est achevé seulement en 1946, c'est-à-dire c'était une date très tardive. Et les massacres qui ont continué après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais citer Madagascar, Bien sûr. à peu près 70 000 morts, dont les dirigeants condamnés à mort, même s'ils n'ont pas été exécutés. Mais 70 000, ça fait déjà un beau bilan. Et puis le Cameroun, je connaissais le Cameroun parce que j'avais mes copains étudiants à la fac de droit qui m'avaient raconté ce qui se passait avec l'UPC, l'Union des populations camerounaises, qui était un peu l'équivalent du Parti communiste camerounais d'ailleurs, et qui lui aussi subissait tous les désastres possibles, toutes les dévastations possibles par tous les moyens. Et malgré tout, à l'époque, il y avait un bouclier qui était modeste, mais qui existait tout de même, qui était le bouclier soviétique. Sans lesquels, alors, je pense, toute perspective aurait été supprimée. Et je voudrais rappeler aussi, en 2 mots, que le Parti socialiste français, qui était la SFIO pendant toute la 4e, et le Parti socialiste au début de la 5e, a été tout à fait indistinct par rapport à la droite française et à la droite coloniale. Dès 1947, c'est-à-dire dès la rupture avec les communistes, Marius Moutet était ministre de l'Intérieur et était un des grands responsables des massacres dont on vient de parler, qui avaient débuté avec la 4e République. Alors je crois que quand on parle de la barbarie aujourd'hui, comme si c'était aussi une innovation, et comme si la France était hors course, je crois que c'est
un mensonge ou un oubli. Et je crois que chacun a sa barbarie et malheureusement, les Français n'y manquent pas. Et nous sommes aujourd'hui 65 ans après les indépendances, la première indépendance. Première indépendance parce qu'elle était purement limitée à l'indépendance politique et sous tutelle française. Parce que la France-Afrique a commencé immédiatement à exercer son pouvoir dès 1960. En fait, le régime colonial s'est perpétué sous une nouvelle forme. Même si une bourgeoisie nationale a profité de la situation, et si le personnel politique a pu faire de belles carrières, en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny en particulier, qui a maintenu son autorité pendant pratiquement 30 ou 40 ans. En n'oubliant pas, malheureusement, qu'il a été membre du groupe communiste à l'Assemblée nationale, à la première Assemblée nationale de la 4e République, puis qu'il a constitué son propre parti, parti unique que la France a soutenu, il ne faut pas oublier non plus, parti unique, et que tous les grands groupes français se sont installés là-bas, avec en gros une vingtaine de milliers de Français faisant des affaires, des bonnes affaires, avec les banques françaises, avec les Bolloré naissants qui se sont ensuite installés et développés dans ce pays, puisque Bolloré est toujours patron du port d'Abidjan, et que ce n'est pas une mince affaire. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier que les ressources de la Côte d'Ivoire sont limitées. Il y a le pétrole du golfe de Guinée, qui intéresse beaucoup les sociétés américaines et Total y est toujours. Et qu'il y a aussi le café et le cacao. Le cacao, il faut le savoir, parce que c'est un scandale tout à fait lamentable. Le cacao est exporté par des petits fournisseurs, par des petits producteurs, et qui vendent à un gros exportateur. Et le cacao revient sous la forme de chocolat parce qu'il n'y a aucune raffinerie en Côte d'Ivoire, tout est fabriqué à l'extérieur, en Suisse, en France, etc. Ce qui évidemment rapporte infiniment moins aux producteurs locaux, qui sont des petits producteurs mais très nombreux, et coordonnés par deux gros importateurs, et les importateurs exportent, et la France renvoie ensuite, et les pays qui fabriquent le chocolat renvoient ensuite pour la consommation locale. Et du même coup, le développement n'a pas lieu parce que le profit réalisé par les producteurs est très faible. Alors, on a vu apparaître au fil des années, des décennies, après notamment la mort d'Houphouët-Boigny, sa disparition, les tergiversations de Bédier qui représentait un peu la démocratie chrétienne en Côte d'Ivoire, qui s'opposait d'ailleurs à une minorité musulmane dans le nord du pays, qui s'est petit à petit radicalisée en faveur de Ouattara, on le verra. Et cette bataille a fini par assurer la victoire de Gbagbo, c'est-à-dire d'un parti progressiste social-démocrate, mais de gauche, qui va l'emporter aux premières élections où il y a eu une opposition admise et tolérée par la démocratie chrétienne, qui, elle, était déconsidérée parce qu'elle trafiquait depuis longtemps. Bédier avait une fortune extraordinaire. Quand on longeait les murs de sa propriété, on s'apercevait de la dimension des mètres carrés de sa propriété aux alentours d'Abidjan. Ce mouvement n'est pas le seul qui se soit produit dans l'Afrique francophone. Mais les choses sont encore très longues et lentes et difficiles. Mais néanmoins, on peut faire un petit peu en avant. On voit que, par exemple, au Tchad, qui était la base militaire la plus importante, la concentration de la force militaire la plus importante en Afrique francophone, a viré les Français. Et les militaires sont partis. Et donc, dans la région, c'est une grande question qui est partiellement réglée. Même en Côte d'Ivoire maintenant, d'ailleurs, l'armée est partie de la base qui existait, placée à quelques kilomètres du centre-ville d'Abidjan, et entre le centre et l'aéroport, très bien placé pour des intérêts stratégiques, c'est-à-dire pour jouer les gardes républicaines en bénéfice de la présidence pro-française. J'ai un ami qui m'a téléphoné il y a très récemment, qui est professeur
à Niamey, au Niger, qui a fait sa thèse avec moi. Il faut savoir qu'il n'y a plus d'ambassade française à Niamey, plus d'ambassade nigérienne à Paris, avec simplement un personnel de seconde zone et qui ne représente plus leurs citoyens. Ils ne délivrent plus de visa, la France ne délivre plus de visa pour les Nigériens. Il y avait quelques centaines d'étudiants nigériens en France. Cette année, il n'y a plus personne. Et donc, ils sont en train de se disperser dans d'autres pays hors de la France. Mais le plus important peut-être, c'est que l'uranium a été largué. Or, on vient de trouver au Niger des ressources qui constitueraient la première ressource mondiale. Et ce sont les Chinois qui sont en train de s'occuper de cela avec les Nigériens locaux. Donc on voit aussi comment la politique française, conduite à quitter le terrain par ses fautes, par ses responsabilités, perd en richesse culturelle avec les contacts avec les étudiants et avec les collègues et la coopération culturelle, et perd au plan économique avec par exemple l'uranium, alors qu'on développe le nucléaire. Et le nucléaire, dépendant d'un autre espace mondial et politique, c'est pas une petite perte. Et je vous signale que c'est passé sous silence totalement, ce genre de problème. C'était il y a 8 jours, j'ai cet ami au téléphone, qui est un collègue qui négocie à Genève, parce que lui, il continue à travailler, mais il ne peut plus passer par la France. Et pour aller à Genève, il faut qu'il fasse tout un circuit depuis Niamey. Voilà les premiers éléments qu'on va indiquer. Je voudrais simplement rappeler comment Laurent Gbagbo a été évacué. Et puis après, on parlera de la situation actuelle. Moi, j'étais là-bas, donc ils nous avaient appelés parce que après les élections, la Côte d'Ivoire, Gbagbo était accusé d'avoir organisé les élections frauduleusement, d'avoir violé les droits de l'homme un peu partout dans le pays. Et c'est ce qui expliquait les résultats électoraux, c'est-à-dire sa deuxième victoire, sa réélection après 5 ans de mandat. Et Ouattara avait été battu. Le Conseil constitutionnel, qui était présidé par mon ancien étudiant, avait déclaré les résultats légaux. Et théoriquement, tout était réglé, si ce n'est que les Français n'en voulaient plus de Gbagbo. Et alors là, moi j'ai assisté, puisque j'étais sur place pendant cette période-là, qui a précédé immédiatement le coup d'État, le renversant. J'ai assisté un peu à tout ce qui se passait. En 2011, c'est ça? En 2011, et aux multiples affaires qui se sont développées autour de Gbagbo, qui lui-même m'a accueilli, m'a reçu, puisque j'étais dans cette commission internationale qu'il avait nommée, et qui m'a dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire avec les Français? J'étais le seul Français de la commission, donc il ne pouvait pas poser la question à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait aux Français et qu'est-ce que j'ai déjà limité mon programme pour pouvoir survivre avec eux et coexister. Mais je ne peux pas en faire davantage, je me demande ce qu'ils veulent encore. C'est-à-dire qu'il ne se faisait pas d'illusions sur la politique d'indépendance qu'il souhaitait dans son programme et qu'il n'avait pas pu accomplir pendant le premier mandat. Il me demandait qu'est-ce que je peux faire pour les satisfaire, puisqu'ils ne veulent plus de moi. Alors, il m'a dit, l'international socialiste m'a lâché, puisqu'il en était membre. Le Parti socialiste français m'a lâché, sans doute à cause de l'international aussi, mais pas seulement. D'autant que c'est Jacques Lang qui était un de ses amis, qui lui avait demandé de démissionner, comme Sarkozy. Sarkozy lui a fait exactement la même demande, en précisant Sarkozy, parce qu'il était un peu moins élégant que Jacques Lang, dans les 48 heures. C'est dire qu'un président français de cette envergure mérite tout son respect, tout le respect international qu'il n'a jamais eu. Pas plus d'ailleurs que le nouveau président que nous avons actuellement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Je pense que ce qui avait débuté, c'était, à mon avis, 2 choses très importantes. D'abord, les Chinois commençaient à mettre pied là-bas, à la demande de Gbagbo, bien sûr. J'ai été accueilli comme ça à l'aéroport d'Abidjan, quand je suis arrivé là-bas convoqué par cette commission, dans une voiture chinoise. Je me suis dit, ça, le signe, les voitures protocolaires étant d'origine chinoise, je pense qu'il y a déjà quelque chose de très proche du pouvoir
présidentielle et du pouvoir tout court. Mmh. Le deuxième phénomène, c'est que, mis à part cette apparition de la présence chinoise dans le pays, c'était que les élections étaient inextricables, étant donné qu'il y avait de multiples ingérences qui se passaient dans le pays. La souveraineté était balayée complètement. Et cette ingérence, elle était facile, puisqu'il y a plus de 60 ethnies dans le pays. Il y a une grande capacité, une grande facilité à dresser certaines ethnies contre d'autres, moyennant rien du tout, presque. Sans parler des Dozo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des tribus qui vivent dans la forêt, qui vivent à un autre âge, et qui sont alors des tueurs éventuels qui terrorisent tous les Ivoiriens. Ils ne sont pas très nombreux, mais quand ils sortent de la forêt, c'est souvent pour des coups durs difficiles, encaissés, et qui étaient aussi manipulables pour des meurtres individuels, notamment. Le paradoxe était que dans la situation où était Sarkozy et où était la France, c'était les musulmans qu'il fallait soutenir. Les musulmans qui prenaient tout le nord du pays. Et le nord était anti-Gbagbo dans la mesure où Ouattara a fait toute une série de promesses, mais par ailleurs, où il y avait une frontière avec le Burkina et le Mali, qui aurait été favorable, qui était contrôlée par les seuls musulmans et par des forces rebelles, et que le gouvernement de Gbagbo ne contrôlait plus du tout. D'ailleurs, il n'avait pas voté, parce que les élections n'ont pas eu lieu dans cette région de la Côte d'Ivoire. Ce qui donnait un argument à Ouattara, par ailleurs, que les élections avaient été faussées, puisqu'il n'y avait pas tous les électeurs. Mais on a soutenu les musulmans à fond, un peu comme on a soutenu d'autres musulmans en Russie, quand les choses... et donc les guerres de religion sont aussi un peu particulières. Il avait ouvert aussi le système politique, puisqu'il avait instauré pour la première fois depuis 5 ans le multipartisme et le pluralisme dans la presse et dans la radio et la télévision. J'ai moi-même lu tous les journaux qui s'opposaient. Il y avait le Patriote qui était le journal de Ouattara d'ailleurs. C'était un paradoxe, pour un histoire du moins. Mais au contraire, ça a rendu plus complexe encore la situation avec cette multiplicité de positions politiques des uns et des autres. Mais le Front populaire ivoirien, dirigé par Gbagbo, à ce moment-là était uni contre Ouattara. Il n'y a rien de tel, on a besoin d'ennemis. Et s'il n'y en a pas d'ennemis, l'unité ne dure pas longtemps. La droite a toujours soutenu le régime précédent Gbagbo, et il a toujours été hostile à Gbagbo dès son élection. Voilà Chirac ce qu'il disait à propos de Houphouët-Boigny et du régime. En 1990, il y a des régimes à parti unique où la démocratie est parfaitement respectée. Je pense à la Côte d'Ivoire. Belle citation. Mitterrand a fait pratiquement la même chose. Et la source d'inquiétude des milieux d'affaires était très sérieuse, parce que j'ai eu entre les mains un billet de spécimen d'une nouvelle monnaie qu'il voulait introduire à la place du franc CFA. Donc la situation était brûlante. C'était quoi déjà le nom de cette monnaie? C'est un nom assez... Je l'ai eu entre les mains, j'ai même perdu le spécimen parce que j'aurais voulu le... On mettra à la vidéo, je crois que c'était monnaie ivoirienne résistante ou quelque chose comme ça. Mais le spécimen était fait, donc la machine allait tourner, et la perte du franc CFA, c'était lourd de conséquences du point de vue français à l'époque. Voilà la situation de Gbagbo. Il a été renversé. Je voudrais ajouter encore des choses. 49% d'analphabètes à l'époque de Gbagbo, 45% vivant au-dessous du seuil de pauvreté, avec toutes les ingérences qui étaient possibles. Le Burkina, je vous le rappelle, c'était Compaoré qui était le président, mais Compaoré, l'assassin de Sankara, était d'un Ivoirien d'origine.
et sa femme était ivoirienne. En conséquence, on peut dire que l'assassinat de Sankara a été largement l'œuvre des Ivoiriens. L'ONUCI était dit à l'époque que l'Organisation des Nations Unies, force d'interposition entre les rebelles et le reste du pays. Mais il faut se souvenir que le secrétariat général de l'ONU s'était tenu par un Sud-Coréen à l'époque. Oui. Ce qui montre encore la situation particulière. Il y avait à peu près 15 000 ressortissants français, et quand je suis arrivé là-bas, j'étais dans un des grands palaces de Cocody, c'est-à-dire du quartier des hôtels et du luxe du centre-ville d'Abidjan. Et le patron est venu me voir parce qu'il venait voir les Français quand il y en avait qui passaient. Et il m'a dit, vous savez, ici, à chaque fois qu'il y a des élections, c'est le problème. Et ça serait bien mieux ici, si on n'y avait jamais d'élections, la situation serait bien meilleure. Et je crois que c'était l'opinion des 15 000 Français ressortissants qui étaient là et qui étaient toujours des colons, et qui étaient évidemment les plus privilégiés du pays. Et qui ne fréquentaient les quartiers populaires que pour aller voir les filles parce qu'il y a un quartier chaud que j'ai visité. Et qui accueillait les Français bien volontiers, mais seulement de temps en temps et moyennant finance. Voilà quelle était la situation. Et vous imaginez que dans cette structure de la société, dans cette économie nationale, les multiples complicités pouvaient exister, croisées dans tous les sens, dans une confusion totale. Et je crois que la confusion, c'est extrêmement favorable aux réactionnaires. Et je crois que plus on clarifie, mieux ça vaut quand on est progressiste. Alors que dans la pratique, la situation était d'une confusion totale. Et par exemple, les progressistes du Front populaire ivoirien, de Gbagbo, c'était plus la bourgeoisie moyenne intellectuelle que la population, que les couches populaires, très largement. Avec leurs limites. C'était évidemment les plus progressistes du moment, mais personne ne peut dire qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout du changement. Oui, c'était des sociodémocrates. Sociodémocrates, des vrais. Oui, c'est ça, des vrais, voilà. Sincères, authentiques. Je les ai fréquentés depuis longtemps, et notamment ayant pour base le mouvement étudiant, qui était très remonté, qui donnait la force au FPI, qui était dirigé par Blé Goudé, qui était un leader très efficace, très populaire, qui lui réussissait à mobiliser des dizaines de milliers de gens dans les meetings, ce que ne réussissait pas le FPI lui-même. C'était la force de frappe, disons, de Gbagbo. Et au point qu'il faisait peur aussi, évidemment, et la droite ivoirienne en tirait parti aussi, puisqu'ils n'étaient pas toujours dans des conditions très régulières au niveau de leur pratique politique. Mais comment faire autrement? Contre les Bouygues, les Total, les Bolloré et les moyens dont ils disposaient, que faire? Donc cette confusion, ce climat d'agitation dans tous les sens faisait peur à un certain nombre de gens dans le pays, et notamment à la population la plus démunie, qui était désarmée. Et il y avait des quartiers inaccessibles à la police et à l'armée, dans la banlieue d'Abidjan. Et moi-même, on m'a déplacé plusieurs fois d'hôtel à hôtel. Je descendais de catégorie parce que c'était plus discret. Et j'étais à la fin dans un tout petit hôtel, très agréable d'ailleurs, mais tout petit, avec 3-4 chambres. Mais dans un quartier plus à l'abri que dans le centre et dans les palaces où il y avait des gardes, mais des gardes qui auraient sans doute ouvert les portes si il se passait en quelque 2011 chose. toujours, du coup, pendant l'intervention militaire. Pendant l'intervention. D'accord. Et l'armée française, à l'époque, ne bougeait pas encore, mais elle était toute prête à intervenir. Il suffisait de décider de le faire pour que les choses se passent bien. Et puis les choses se sont accélérées. Les troupes du Nord sont descendues, les rebelles musulmans, qui s'appelaient les Forces Nouvelles. J'ai visité avec les amis de la commission un camp de réfugiés du Nord qui était descendu, ceux qui n'étaient pas bien en cours auprès de la minorité musulmane. Un grand camp où il y avait peut-être 1 millier de personnes, 2000 personnes peut-être, entassées, couchant par terre, et sans protection nulle part. On a téléphoné d'ailleurs à la direction, à la présidence, pour dire qu'il y a une population là
qui est sous la menace de l'intervention du Nord. C'était à Douekwe, une ville qu'il faudrait retenir parce que c'est le lieu où il va se produire un magnifique massacre. Il n'y aura plus de survivants une fois qu'on sera parti. Quand les troupes sont descendues, sont arrivées à la hauteur, c'était peut-être à 50 km de la limite de la démarcation avec le Nord. Ils ont tous été massacrés, ils le savaient d'ailleurs, ils avaient dit on va tous y passer, femmes, enfants, gosses et hommes. Mais c'est un magnifique lieu de massacre, Douekwe. Et bien entendu, moi je n'ai jamais vu Douekwe mentionné dans la presse progressiste. Et je ne sais pas pourquoi on est loin du Sud, dans tous les domaines. Il n'y a qu'à voir la place accordée au Soudan actuellement, par exemple. Je suis incapable, moi, d'expliquer vraiment pourquoi cette guerre s'est développée. Il y a des hypothèses, mais ce n'est pas très clair. Le Congo, c'est la même chose. Ça dure depuis des années. Il y a je ne sais pas combien de millions de victimes. Apparemment, tout le monde s'en fout. C'est comme ça. Y compris chez les progressistes. Bien sûr, ouais. Y compris chez les progressistes. Y compris chez les communistes. Et je pense que c'est grave parce qu'aujourd'hui, la Terre est une. La mondialisation a fait que de toute façon, tout était interdépendant. Et quand on voit les arguments avancés pour dénoncer la Russie, ce que je fais aussi au niveau de l'agression, je suis juriste, je ne peux pas faire autrement. Il y a une indifférence à l'égard des droits de l'homme dès lors qu'ils sont hors frontières européennes ou américaines. Il n'y a qu'à voir le comportement qu'ont eu les Français dans leur majorité vis-à-vis de la Palestine. Bien sûr. Et je trouve que c'est un discrédit total qui est jeté sur l'Occident. Je crois que l'occidentalisme est en train de mourir avec toutes les valeurs qu'il a représentées, encore. Et je crois que c'est plus de mise. Et je crois qu'on sous-estime l'hostilité qu'il y a, par exemple, en Afrique vis-à-vis de la France. Je l'ai vécu puisque j'ai vécu une période où j'allais là-bas pour enseigner quelques heures, quelques jours, où on avait une réputation, je t'en ai déjà parlé, une réputation très grande parce qu'on était français. Non pas du tout parce que c'était moi, ils ne nous connaissaient pas plus que personne, mais on était français, donc on enseignait des choses formidables. Et petit à petit, j'ai vu la dégradation se faire, le relativisme apparaître, puis l'hostilité. Et la dernière mission, ça a été l'hostilité complète avec des amis africains qui me protégeaient pratiquement pour aller à la cité universitaire, par exemple. Pour ne pas être viré par les étudiants qui me regardaient d'un œil qui n'était pas très amical. Et à juste titre. Bien sûr. J'étais le français, catégorie négative et nocive pour l'époque, alors que j'étais avant le français, le meilleur universitaire, le meilleur intellectuel qui soit. Je pense que c'est aussi un drame, me semble, pour ce pays et pour le nôtre et pour ce qu'on a pu apporter dans l'histoire, dans le passé, que cette liquidation de l'image que l'on a de nous. Je trouve que c'est dramatique, c'est lamentable, c'est pitoyable. Et on peut dire merci Sarkozy, merci Hollande, merci Macron. La situation actuelle, c'est les élections de 2025. C'est ça. Donc en octobre dernier, la réélection pour son 4e mandat de Ouattara. Près de 90%. Ouais. Qui a été élu avec 89% des voix, mais avec 50% d'abstention. C'est ça, voilà. Ce qui est quand même pas négligeable. Et pourquoi cette abstention? D'abord parce que Ouattara a été incapable de remercier concrètement la minorité musulmane à qui il avait tout promis pour transformer ces musulmans en soldats actifs pro-français et pro-Ouattara. Comme il n'a pas pu satisfaire ses promesses et répondre à ses promesses, l'hostilité montait dans la région du Nord, et ils ont bien raison aussi. La parole de Ouattara n'a pas été tenue, et donc ils étaient à la limite de la rupture et de l'hostilité. Et il y a des groupes djihadistes qui se sont formés, qui existent maintenant, qui fonctionnent, et qui reçoivent aussi des appuis des régions du Sahel où il y en a juste à la frontière. Le succès de Ouattara
s'explique néanmoins par l'élimination des candidats de l'opposition. La seule gauche, c'est celle de Madame Gbagbo, et qui a constitué son parti, qui n'est plus celui de son mari, qui se sont séparés il y a longtemps, avant la prison de La Haye, où a été enfermé Gbagbo. Et Madame Gbagbo a fait 42% au scrutin. Tous les autres candidats étaient de droite, étaient conservateurs. Le PPA, c'est-à-dire le nouveau parti de Laurent Gbagbo, sur lequel le courant progressiste comptait, peut-être à tort, le Parti des peuples africains, le PPA, sans que l'on sache par ailleurs ce qui différencie les deux programmes, parce que si on regarde le programme de Madame Gbagbo et le programme de Monsieur Gbagbo, on ne voit pas bien les différences. Mais il y a des querelles aussi de clans, de personnalités, d'ego, de tout ce qu'on veut, et des tas de choses que je ne connais pas, parce que je ne suis pas sous la table des comités centraux. Il y a une grande question qui se pose à la gauche maintenant ivoirienne, c'est qui est qui? Et on ne peut pas répondre, au moins en tant qu'observateur. Qui est qui? Et moi j'ai le sentiment qu'il y a une certaine ressemblance avec tout ce qui se passe dans presque tous les pays. Qui est qui? Exact. Et on ne sait plus exactement. Quand je vais à mes réunions de parti, je me pose parfois des questions. Où est-ce que je suis? et ça dépend des interventions. C'est ça. Et c'est donc un sacré problème. Et je pense que ça, c'est de notre faute. Et donc, je ne vois pas lesquelles, quelles que soient les interventions extérieures, les radios, les télévisions, les réseaux sociaux, la propagande des grandes chaînes de télé, etc. C'est notre faute. Au moins, les anciens étaient capables de se protéger. Ils n'ont pas plus fait que les jeunes. Ils sont perméables aussi à tout ce qui a été dit et fait depuis quelques années. Évidemment, en excusant ceux qui ne comptent plus sur la gauche dans la population, française ou ivoirienne, parce qu'elle est tellement divisée et tellement faible, et que ces citoyens sont en état d'urgence, et qu'ils courent un peu partout vers ceux qui pourraient les aider, ne serait-ce que temporairement, et sans se faire des illusions. Je crois qu'en France, par exemple, le Front National a une forte influence. Je ne suis pas sûr du tout que les citoyens se trompent réellement, parce qu'ils ont une espérance. Une petite espérance. On ne peut pas attendre que d'autres se forment et s'organisent et se développent. On est trop pressé, parce qu'on vit mal. Et en vivant mal, et on se rattache à ce qu'on peut. C'est ce qui a donné le succès d'ailleurs au parti nazi, exactement comme au Front National. Le parti nazi a travaillé, je ne sais pas si il faut lire le livre de Chapoutot, qui est professeur au Collège de France et qui est historien, qui vient de sortir un livre sur la montée du nazisme, qui est un livre remarquable. Mais Chapoutot le premier dit le processus des nazis, contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on montre à la télévision par des films fréquents, ils suivent exactement, le Front National suit exactement le même chemin. Absolument. Travaille avec les forces économiques et travaille dans le milieu social. Et les deux ne sont pas en harmonie, mais ça ne fait rien. Tout le monde est touché. C'est ça. Et à partir du moment où le monde industriel et banquier et financier noue des relations avec le Front National, les choses deviennent sérieuses. Si le Front National était resté social, on serait encore toujours dans la même situation avec un plafond de verre qui ne bougerait pas. Exact. Là, l'union des droites, elle est en train de se faire concrètement, comme c'est fait. Elle s'est faite en Côte d'Ivoire, comme elle s'est faite avec le nazisme, comme elle se fait partout où il y a des fascismes. Sans ça, ça n'existerait pas. Et simplement, on ne voit pas de perspective très extraordinaire. Il y a des réflexions à se poser. Et moi, je termine par ces conclusions, par des questions que je me pose à propos de la Côte d'Ivoire. Les élections sont-elles une voie de changement réel dans les conditions actuelles? Moi, je crois qu'on peut dire peut-être oui, s'il y a souveraineté réelle, effective. C'est-à-dire si c'est seulement le peuple de chaque nation qui se débrouille tout seul. Alors là, tout est possible. Mais non dans la situation actuelle où toutes les ingérences, non seulement sont concevables, mais sont pratiquées. Toutes les ingérences. Et il y a toujours des gens pour devenir les agents de telle puissance étrangère, d'autant qu'elles n'apparaissent pas forcément. Mais parce qu'elles sont là, elles donnent de l'argent, elles donnent des moyens,
elle appuie, elle aide d'une manière ou d'une autre. Mm. Non aussi longtemps que l'ONU est inexistante, est impuissante, à cause des grandes puissances, pas à cause d'elle-même. Mm. Et la question qui se pose aussi, c'est, avec la Chine et la Russie, comment voit-elle la situation dans chaque pays? Parce que néanmoins, au-delà de ce qui est commun, problème des élections ou pas, chaque pays est dans une situation particulière. Et donc partout, il faut inventer quelque chose de neuf, d'adapté, d'ajuster à la réalité nationale. Et il n'est pas pensable qu'un modèle quelconque réapparaisse aujourd'hui. Mm. Il serait complètement inadapté. Chaque pays est dans une situation particulière. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Il y a de telles différences. La réalité de la nation est encore une vérité. Mm. Et on ne peut pas y échapper. Là, par exemple, j'étais au Nicaragua, et les catholiques jouent un rôle décisif. Sans catholiques, on ne peut pas faire grand-chose. Mm. Alors, il y a une sorte de syncrétisme, marxisme, catholicisme, qui pose beaucoup de problèmes, et qui pourrit les deux d'ailleurs. Mm. Comme en Corée du Nord, il y a confucianisme et marxisme, et ça fait problème aussi. Hein. Mm. Deuxième réflexion, est-ce que la social-démocratie est capable de révolutionner une société? La seule expérience avortée qui donnait quelques espérances était le Chili. Mm. Parce que Allende était peut-être un socialiste particulier. Exact. Parce que je n'ai pas vu dans l'histoire beaucoup de socialistes mourir pour leur parti ou pour leur cause. Allende l'a démontré. Remarquons que les social-démocrates ne parlent pas beaucoup d'Allende, ni du Chili d'Allende. Il reste assez discret. Mm. Et un peu tout le monde aussi d'ailleurs. Hein. Ça gêne un peu tout le monde qui est un bon socialiste. Peut-être que ça prouve aussi l'échec de la social-démocratie, c'est ça le... Ça prouve l'échec et en même temps la qualité exceptionnelle qui peut se produire ici. Exact. Voilà. Et donc là encore, il ne faut pas écarter le miracle. C'est ça. Mais avec Gbagbo, on avait un certain nombre d'éléments qui étaient le combat contre les banques, Oui. le franc CFA. Il a fait l'expérience d'un banque qui bloquait le système. Mm. Les fonctionnaires n'étaient plus payés. Tous ceux qui avaient déposé leur compte dans des banques françaises avaient tout bloqué. Donc les fonctionnaires n'étaient plus payés pendant la crise où j'étais là-bas. Donc il faisait une expérience avec ce coup d'État, mais le coup d'État ne lui a pas permis d'aller plus loin, puisque l'armée française est venue le chercher, l'arrêter et l'embarquer. Est-ce qu'il y a, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, un conflit de génération? Je ne sais pas. On sent des choses. Quelqu'un a dit que, c'est Régis Debray, je crois, qui dit que chaque génération est un nouveau peuple. Mm. Peut-être a-t-il raison, au moins pour une partie. C'est vrai qu'il y a des attitudes qui n'existaient pas à l'époque où j'étais plus jeune. Mm. Je pense par exemple qu'il y a des jeunes travailleurs qui acceptent de perdre leur emploi en le refusant eux-mêmes, même sans profession de rattrapage, simplement parce qu'ils se sentent maltraités. Nous, on se pliait en quatre. Quand on avait un boulot, on voulait le garder et on avait peur de le perdre et on sacrifiait beaucoup de choses au travail. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a bougé vis-à-vis du travail. Par exemple, je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et je le vois chez mes petits-enfants qui sont de jeunes salariés. Bernard Friot, on parle beaucoup. Et qui n'acceptent plus ce que l'on acceptait dans le passé. Exact. Ce qui fait donc qu'il y a un climat, non pas de révolution, mais de révolte, de refus de l'indignité. La maltraitance, c'est la pire des choses que peut faire un employeur aujourd'hui. La maltraitance de ses salariés, la mise en cause de leur capacité, etc. Peut-être, c'est un élément du moins, à prendre en considération ce que ne font pas les partis. Au contraire, puisque précisément, c'est aussi pour eux un nouveau peuple qu'ils ne comprennent pas. Exact. Ils ne sont pas forcément de mauvaise foi, mais ils ne le comprennent pas. Et la réponse, c'est la répression. C'est ça. Le resserrement. L'instrumentalisation des religions. Est-ce que c'est une explication? En Côte d'Ivoire, ça paraît flagrant. Il y a les chrétiens d'un côté, plutôt progressistes, dans le camp progressiste,
et les musulmans de l'autre, plutôt dans le camp réactionnaire. Ce qui montre qu'il y a toutes les hypothèses possibles selon les pays où on se trouve. Mais cette instrumentalisation des religions, elle est très ambiguë, parce que toutes les religions, celle-là, les religions du livre se ressemblent, dont les valeurs sont presque identiques. C'est la religion du livre. Bon, Jésus est un prophète pour les musulmans. Il y a plein de choses qui se ressemblent, on ne voit pas tellement les différences. Pourtant, elles sont utilisées en sens contraire. Alors, comment faire avec ça? Moi, je n'ai pas de réponse non plus. D'autant qu'on ne travaille plus sur la question. J'étais de l'époque où Roger Garaudy nous avait lancé sur cette piste du dialogue avec les chrétiens. Il y avait des commissions qui, dans toutes les fédérations, travaillaient sur ce problème. Il y avait des échanges, il y avait un dialogue, il y avait de bonnes relations, même par exemple dans les quartiers de Nice, de l'Ariane, il y avait le curé du coin et les jeunesses communistes et le parti qui coopérait très largement et qui faisait que la jeunesse de l'époque n'était pas abandonnée comme elle l'est aujourd'hui. Tout ça a été liquidé et néanmoins on a vu réapparaître ce phénomène qu'on croyait réglé en France au moins. Faut-il l'unité africaine? Pour l'Afrique, ça me paraît évident. Pour le moment, l'Union africaine est partagée entre ses principes de base, pas de changement de pouvoir par la force, donc maintien des élections comme système de renouvellement des forces politiques. Mais dans les conditions de l'État africain, on peut comprendre pourquoi ça a été adopté comme principe fondamental. Ils mettent à l'écart tout gouvernement qui n'a pas pris le pouvoir légalement. Mais la légalité, qu'est-ce que ça veut dire en Afrique? Comme au Sahel, par exemple. Toutes les élections ou presque sont plus ou moins irrégulières et relèvent de la mascarade. Alors, en même temps, tous les États officiellement sont d'accord. Alors, il faut une Union africaine progressiste, ça me paraît très important, mais laquelle, quel contenu, quel programme? Il faudrait relire Nkrumah peut-être, mais on ne sait pas trop. La lutte des classes, qu'elle devient dans tout ça? On ne sait pas trop non plus. Parce qu'il y a une telle confusion des affrontements. Quand je reprends la Côte d'Ivoire, je vois les intellectuels petits bourgeois semblent être les plus révolutionnaires. Mes anciens étudiants étaient, j'en sais rien aujourd'hui, étaient les plus critiques et les plus décidés à aller jusqu'au bout. Il faut dire qu'ils en avaient tellement assez de l'ancien système qu'ils étaient assez unis contre. Est-ce qu'ils sont unis pour quelque chose? Ça ne semble pas, puisque tout a implosé. Le prolétariat est essentiellement rural. C'est pas tout à fait le modèle de Marx. Paysannerie. Et la paysannerie dans l'histoire sociale a toujours été massacrée, éliminée, mise de côté. Alors, là-bas, c'est le cacao et le café. Et ça ne changera pas d'ici longtemps. Le pétrole sera sûrement exploité d'abord par les sociétés pétrolières d'ici un bon moment. Qu'est-ce que peut faire le prolétariat rural et comment peut-il surmonter ses difficultés, son inculture, le fait qu'il ne va pas à l'école, par exemple, même les gosses. Le sous-prolétariat musulman, je ne sais pas si un marxiste génial est capable de répondre à toutes ces questions. Je ne parlerai pas des tribus marginalisées, alors là c'est encore un autre problème, je vous parlais des Dozo. Ça c'est encore, ils se baladent encore avec des plumes et des lances, et ils assassinent à la demande si on en a besoin. C'est peut-être les seuls communistes primitifs du pays. Oui. Donc avec cette structure sociale, avec ce niveau de développement économique, ce niveau de développement culturel, quel modèle inventer? À coup sûr, ça ne peut être que des Ivoiriens. Ça, c'est clair. Et ni les Chinois, ni les Russes, ni les Français, ni personne, ni les Américains, ni les Anglais ne peuvent quoi que ce soit proposer de concret. Ils peuvent assister, ils peuvent donner, appuyer, moyennant finance éventuellement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils peuvent prendre le moins douloureusement, en fait. Pour le moment, c'est ce que font plutôt les Chinois. Ils
Ils ne posent aucune conditionnalité politique pour le moment. Mhm. Ils s'en foutent apparemment, je ne crois pas. Mhm. Mais dans l'ensemble, ils respectent la souveraineté politique, tout en se payant sur le terrain, mais dans des conditions normales. Il faut rappeler par exemple que, mais la Côte d'Ivoire n'est pas concernée, que la Chine vient de reconnaître la suppression des taxes, a supprimé toutes les taxes douanières pour 53 pays africains. Oui, exactement. C'est quand même sacrément important pour Oui. c'est un beau cadeau. Oui. Je crois que les Russes ne le font pas, ils ne sont pas dans les mêmes conditions, mais c'est un beau coup, alors que les États-Unis font le contraire. Et je trouve que c'est une belle réponse à la situation. Suppression des taxes et suppression des taxes douanières. Voilà, alors je crois que comme partout, il faut faire l'éloge de la complexité. Moi, c'est la seule leçon que j'en tire. Ceux qui détiennent la vérité pour le bout du monde, comme on le sent chez les journalistes français, souvent à la télé par exemple, ils savent tout sur tout. Je suis un peu étonné parfois par leur simplisme, leur primitivisme. Et je crois que, en définitive, en ce qui nous concerne, progressistes français, moi je salue la Chine, pour le moment. C'est loin d'être le modèle que je voudrais pour la France, mais ils ne demandent pas. Donc ça ne m'inquiète pas pour le moment. Et pour les autres, j'en sais rien, vous verrez, vous-même. Mais je crois que la stratégie chinoise, elle est particulière en ce moment. Elle est quasi unique. L'étape annoncée, c'est 2049. Oui, ils s'entendent de la le révolution. 100e anniversaire, où ils estiment qu'ils pourront franchir un pas en avant Socialisme pour dans leur position sur la planète. Est-ce qu'ils pensent déjà à leur hégémonie? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une civilisation qui est basée sur le temps long. C'est pas propre au maoïsme ni au communisme chinois. C'est propre à toute leur histoire culturelle. Ils ont toujours considéré qu'ils avaient le temps. Moi, j'ai le souvenir de la négociation URSS-Chine à l'époque de la bagarre qu'il y avait aux frontières. Une bagarre qui avait été sérieuse. Et les diplomates soviétiques que je connaissais à l'époque, pas les Chinois, me disaient ils sont insupportables. On se rencontre, on passe 10 minutes à dire 2 mots, et puis les Chinois disent ah, bon, ça va pour aujourd'hui, on reprendra dans 3 jours. Et les Soviétiques ne tenaient plus, qui réagissaient un peu à l'occidental. Je crois que les Chinois sont comme ça, ils mesurent, ils ne sont pas pressés. Et toutes les littératures chinoises que j'ai vues insistent sur cette question, le temps long. Il y a cette phrase connue de Zhou Enlai qui dit, à qui on demandait quelles sont les conséquences de la Révolution française, je ne sais plus, dans les années 70, quelque chose comme ça. Il disait c'est trop tôt pour pouvoir choisir. C'était Zhou Enlai d'ailleurs le grand patron, pas Mao. En réalité. C'est ce que m'ont toujours dit les intellectuels chinois. Quelques intellectuels chinois, il n'y en a pas beaucoup que j'ai rencontrés, mais c'était Zhou Enlai. Zhou Enlai, c'était un mandarin. Exactement. Et un intellectuel. Exactement. Alors, dire ça aujourd'hui dans un parti occidental, c'est dramatique. Tout le monde préfère Mao à Zhou Enlai. Exact. Je crois que l'organisation que la Chine est en train de parrainer, les BRICS plus le Sud global, c'est-à-dire la majorité mondiale, comme ils le disent. Je crois que c'est une force qui a pour caractéristique de ne pas avoir de conditionnalité politique. D'où par exemple l'accord relatif qui existe entre l'Inde et la Chine, et c'est qui est capital. Parce que personne ne demande rien au niveau politique. On coopère économiquement, matériellement. Et je pense que c'est pour le moment l'âge politique que l'on a. On n'en a pas d'autre. Il ne se présente pas comme un modèle, ce qui est fini. On n'est plus à l'époque de Mao. En soulignant que l'ambassade chinoise à Paris, lorsqu'il y avait des Mao importants, était tout à fait stupéfait de voir qu'il y avait des étudiants français qui pouvaient être maoïstes. Ils étaient les premiers étonnés. Ils disaient on est d'accord, ça nous arrange, mais on ne voit pas exactement pourquoi. Il y en a même encore aujourd'hui. Les conditions chinoises sont tellement différentes de la réalité française qu'ils ne comprenaient pas bien. Mais peut-être parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, comme diraient les journalistes de la télévision française. C'est ça.
Et puis c'est paradoxalement aujourd'hui les moins irrespectueux du droit international. Moi qui suis juriste, ça me préoccupe. Je trouve que c'est déjà un élément de réflexion intéressant. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment il s'installe de plus en plus dans les institutions des Nations Unies, à l'OMS, à l'UNESCO, un peu partout, et qu'il pénètre, faute de moyens d'ailleurs, qu'on leur refuse, on refuse aux Nations Unies. Les États-Unis ne payent de moins en moins leurs cotisations, leurs contributions. Ils ont quitté l'OMS, ils ont quitté l'UNESCO. Ils peuvent demain quitter l'ONU d'ailleurs, un jour ou l'autre, s'ils n'en ont plus besoin. Trump Et donc, essaie même de quitter est-ce que l'OTAN. tous ces éléments ne sont pas des changements dans les rapports de force? Je pense que les Chinois y pensent. Mais pour eux, rien n'est possible réellement sans, dans aucun pays du monde, sans ce changement de rapport de force mondial, dû notamment à la mondialisation. L'interdépendance, on a vu, susciter, créer les conditions des ingérences. Et les ingérences, pour le moment, elles sont défavorables au mouvement progressiste. Et c'est quand même un paradoxe de considérer que c'est la Russie qui menace de ces ingérences le reste de la planète. Ils n'en ont pas les moyens. Le budget militaire, il est 10 fois inférieur à celui des États-Unis, ne serait-ce que cela. Comment pourrait-il avoir envie de se faire massacrer, souvent, fréquemment, et demain en allant jusqu'à la Concorde, avec des tanks à l'étoile rouge? Je pense que, malgré l'étoile rouge qu'ils ont conservée, je pense qu'ils n'ont pas cette ambition. Il y a bien longtemps d'ailleurs qu'ils ne l'ont plus. Je ne suis pas sûr du tout que l'Union soviétique avait le goût de la révolution. Dans l'ordre interne, dans la bataille politique, mais dans l'ordre externe, j'en suis presque persuadé du contraire. Oui, bien sûr. Bon, on l'a vu. Et ils sont d'autant plus préoccupés de la frontière avec l'OTAN. Et je n'ai pas la date exacte, mais il y a un article du Figaro, il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai noté, la Russie menace les frontières de l'OTAN. Je promets que c'est authentique. Hein. Il y a une souveraineté de article dans l'OTAN. le Figaro. Je crois que c'est la réalité d'ailleurs. Les frontières de l'OTAN, c'est ça qui inquiète la Russie fondamentalement. Oui. Le reste, je crois que c'est pas une préoccupation. C'est pas l'Ukraine qui les préoccupe. Bien sûr. C'est l'OTAN. Mais le Figaro peut dire il y a des frontières de l'OTAN. C'est ça. Voilà la situation telle qu'elle est pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la planète. Et on verra les mêmes problèmes adaptés, ajustés pour d'autres pays. C'est ça. Mais avec les mêmes questions qui se posent d'une certaine manière, et des questions originales par ailleurs. C'est ça. Qu'il faut examiner, mais que seuls les nationaux peuvent inventer. Il y a autant de modèles, et les modèles vont aussi susciter des divergences. Et ça, c'est encore une autre étape de l'histoire. Imaginons 50 pays socialistes demain ou après-demain, ça ne sera pas le même. Oui, on aura encore de quoi s'amuser. Ah oui, l'histoire n'est pas finie. Merci Contrairement à ce beaucoup. que disaient ces imbéciles intellectuels Fukuyama. qui parlaient de la fin de l'histoire. Merci beaucoup, Robert.